Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, je commence par ça, pour votre fidélité, pour votre soutien également. N'hésitez pas à continuer à aimer, commenter, à vous abonner sur la page YouTube Le Garage PTS. Aujourd'hui, petite vidéo originale. C'est un choix de 5 voitures Youngtimer à moins de 3000 € et qui soit original. Donc pour être vraiment sur des véhicules très peu courants, puisque déjà le choix de faire d'utiliser un véhicule Youngtimer au quotidien, c'est de vouloir rouler différent. Et bien là, le but, c'est d'essayer de trouver 5 voitures Youngtimer à utiliser tous les jours, à budget serré à 3000 € maximum, et qu'on puisse utiliser tous les jours, donc avec une fiabilité certaine. Donc j'ai cherché pour vous 5 modèles de véhicules à privilégier. On va commencer cette petite vidéo par la Mazda 323, qui a eu la Mazda 323 une carrière très très longue. On a une multitude de générations qui se sont succédées jusqu'au moment de s'être fait remplacer par la Mazda 3. Alors il y a plusieurs générations, je vais en garder que 2, c'est-à-dire que pour faire simple, les premières jusqu'à la fin des années 80 m'intéressent que moyennement, et les dernières versions étaient absolument banales du point de vue du style, donc hormis la fiabilité, pour moi, elle n'apporte rien. Moi, celle qui m'intéresse, c'est surtout les 323 F avec les phares escamotables, et le modèle qui a suivi après, la 323 Astina, qui était aussi alors dans les deux cas, c'était des voitures à 5 portes, et qui proposait donc un espace à bord tout à fait correct, dans un style qui ressemblait beaucoup à des petits coupés. Et la première des deux versions, donc la 323F, qui est sortie à la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90 grosso modo, cette version F donc avait l'avantage d'avoir des phares escamotables qui permettaient d'avoir vraiment une voiture, un style différent. Elles étaient motorisées essentiellement par des 1,5 litre qui faisaient quasiment 100 chevaux, atmosphériques, avec une fiabilité toute japonaise. Donc voilà, on est sur des voitures qui sont très très costauds, qui sont assez économes en carburant malgré tout, donc ça ne gâche pas le plaisir. L'intérieur, contrairement à l'extérieur, est très austère. C'est du tissu noir, c'est du plastique noir, du dessin conventionnel. Par contre, ça a le mérite d'être assez efficace, et les ajustements des plastiques sont tout à fait honorables. Alors par contre, c'est vrai que les plastiques sont des plastiques durs, etc. On n'a pas une grosse qualité de fabrication, mais par contre ça bouge pas et ça tient dans le temps, donc c'est plutôt appréciable. Et on a une voiture qui était concurrente à l'époque des Renault 19, donc avec une possibilité de s'en servir à 4 personnes sans problème, et utilisable par tout type de conditions, j'ai envie de dire, aussi bien en ville que sur route, que sur autoroute. La mécanique à 130 km/h ne force pas particulièrement, donc on peut s'en servir à toutes conditions. Donc c'est vraiment la voiture à tout faire, et dans la catégorie des voitures japonaises qui avaient très souvent un design assez quelconque, et ben la 323 apporte cette petite différence. Le deuxième choix que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui, c'est la Volvo 850. Donc la Volvo 850, c'est une grosse berline suédoise qui a encore le style traditionnel Volvo, c'est-à-dire très cubique, très carré,
qui fait vraiment boîte à chaussures. On la trouve en 2 configurations. On la trouve en berline 4 portes traditionnelle, mais aussi en break. Très connue la version break à l'époque par le fait que elle était engagée en super tourisme. Et le super tourisme à l'époque, c'était avec la Formule 1 les courses de référence. Et on avait affaire à donc une voiture qui a eu bonne presse et bonne publicité dans cette gamme de courses automobiles, et qui du coup a fait rejaillir sur les ventes à l'époque. Aujourd'hui, c'est une voiture qui est beaucoup plus rare, qui est beaucoup plus difficile à trouver. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. En plus, cette voiture est motorisée par un excellent 5 cylindres essence, un 5 cylindres en ligne, très musical, très fiable, qu'on retrouve sur un grand nombre de puissances qui vont de globalement 120 à 250 chevaux. Alors les versions les plus puissantes, 225, 240 et 250 chevaux, vous n'allez pas les trouver dans ce budget à 3000 €. Par contre, vous allez surtout trouver des 140, des 170 et des 193 chevaux, qui sont donc la 193, une version à turbo basse pression. Et donc ces versions sont très très fiables, proposent un très bon agrément de conduite. Pour la catégorie, une consommation de carburant absolument maîtrisée, et une fiabilité générale de tout premier plan. Donc autant dire que c'est encore aujourd'hui tout à fait recommandable. Après, c'est vrai qu'au point de vue du style, on a vieilli entre guillemets, mais ça a fait aussi le charme, ce côté très cubique. Ça fait aussi le charme de ces vieilles Volvo. Par contre, les petits défauts qu'elles peuvent avoir, c'est au niveau de certaines finitions, c'est pas terrible. On a des problèmes de qualité sur les tableaux de bord. Ils ont tendance à se décoller à droite à gauche. On va avoir des problèmes de bloc ABS et de compteur qu'il faut réparer absolument, sous peine de ne pas pouvoir passer le contrôle technique. Et un autre bémol également, c'est une certaine faiblesse au niveau du train avant à passer la puissance, puisque c'est la première génération de grosses Volvo à traction avant, et ils ont dû sous-dimensionner celui-ci au niveau des pneus entre autres, ce qui fait que on a plus ou moins une tenue de route, si on accélère fort par temps gras, assez glissante, on va dire. Ça a tendance à patiner, mais si vous l'utilisez normalement, aucun problème à ce sujet-là. La voiture ne patine pas, n'a pas de faiblesse de ce côté-là, donc aucun souci à se faire là-dessus. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette voiture. On a affaire à des voitures qui sont bonnes à tout faire, et de la même façon on peut s'en servir. Alors c'est sûr que c'est des voitures qui préfèrent l'autoroute, mais c'est des voitures qu'on peut se servir par tout type de conditions. Troisième choix que je vais vous proposer, c'est la Nissan 100NX, autre modèle japonais original pour l'époque. On avait affaire à un petit coupé 2+2, donc 2 places avant, 2 places arrière. Alors le design est assez spécial, mais très très décalé, puisque les feux 13 en arrière des pare-chocs, c'est spécial, mais ça avait le mérite d'être très original. Et surtout le gros avantage de cette voiture, c'est le toit T-top escamotable, donc en 2 parties. Vous aviez deux parties métalliques du toit qui pouvaient se décrocher, une à droite, une à gauche, une au-dessus du conducteur, une au-dessus du passager, qui permettait de vous proposer un presque cabriolet dans une voiture tout à fait économique, puisque ça valait pas très cher en neuf à l'époque. Et on avait donc une voiture à la fiabilité japonaise, puisqu'on avait pour la grande majorité des cas
un 1,6 litre donnant aux alentours de 100 chevaux. Pour des versions plus rares, on avait accès à des 2 litres 16 soupapes de 140 chevaux, mais qui là pour le coup sont très très difficiles à trouver. Une voiture tout à fait originale, un design intérieur très basique, mais très costaud, très simple. Donc là aussi, ça permet d'avoir une voiture tout à fait utilisable au quotidien. Juste faire attention à la corrosion, comme souvent sur les voitures japonaises. Si vous avez une voiture sans corrosion, écoutez, vous avez une voiture qui est très très facile d'utilisation et sans contrainte. Donc pourquoi s'en priver, j'ai envie de dire. Vu les prix pratiqués aujourd'hui de ces voitures, on peut y aller sans problème. Quatrième proposition que je vais vous faire, c'est la Rover 600. Donc encore une fois, une voiture très très discrète sur le marché de l'occasion et très discrète également sur nos routes. La Rover 600 a pour avantage premier d'être sur une base technique de Honda Accord, puisqu'à l'époque Rover et Honda avaient un partenariat dans les années fin des années 80 jusqu'à la fin des années 90. La Rover 600 donc, a été remplacée par la Rover 75, qui est absolument pour moi moins sympa. Ça fait un peu sous Jaguar Type-S, que je trouve aussi moche. Mais cette Rover 600 avec ce style anglais très classique, on retrouve souvent en vert foncé métal avec les calandres chromées pour les parties extérieures, des belles jantes très souvent, et très souvent à l'intérieur des boiseries équipées d'intérieur cuir, des moquettes épaisses, etc. Donc vous aviez la facilité d'utiliser une Honda, et avec la fiabilité qui va avec, que ce soit en essence ou en diesel. On la trouve en différentes motorisations, 1,8 litre, 2 litres, 2 litres turbo et 2 litres turbo diesel. Alors j'éviterais moi sur ce choix de voiture de tous les jours la 2 litres turbo essence, du fait qu'elle soit malgré tout un peu moins fiable que les autres, à cause du fait que le turbo force plus sur la mécanique, et puis en général plus cravaché que les autres versions. Donc que ce soit en 1,8 litre ou 2 litres essence ou en 2 litres turbo diesel, vous avez une voiture absolument robuste, que ce soit d'un point de vue mécanique qu'électrique. Par contre, vous avez malgré ce côté un peu chic, une finition à l'anglaise, donc avec des matériaux au niveau des plastiques très mal assemblés, et un côté un peu pince sur les moquettes, etc. C'est un peu juste au niveau de ces finitions là. C'est le principal défaut. Par contre, pour le reste, on a affaire à une voiture tout à fait conventionnelle et tout à fait fiable. Donc on peut utiliser par tout temps, avec un côté peut-être un peu plus original que la Honda Accord dont elle partage le châssis, comme je disais tout à l'heure. Voilà, c'est pourquoi je partirais moi plutôt sur cette Rover 600. Le dernier choix que je vais vous proposer, c'est l'Opel Tigra. C'est une voiture allemande basée donc sur une Opel Corsa. Donc c'est l'intérieur de l'Opel Corsa, c'est le châssis et le moteur de la Corsa des années 90, la Corsa B. Deux moteurs possibles sur ces Tigra, soit l'1.4 16V, soit l'1.6 16V, 90 chevaux ou 110 chevaux à peu près. Donc c'est des moteurs atmosphériques qui sont globalement costauds. Le principal attrait de cette voiture, c'est le design extérieur. Elle se démarquait vraiment dans la circulation des voitures conventionnelles qu'on trouvait habituellement. C'était un petit coupé. Le désavantage, c'est qu'on avait assez peu de place à bord, malheureusement, sur la partie arrière et la partie coffre. Et ça, on le sait quand on achète ce genre de coupé. Mais par contre, on avait une voiture très économique, aussi bien du point de vue de l'achat que de l'utilisation, puisque
elle partageait l'ensemble des pièces intérieures, moteur et châssis de la Corsa, donc d'une petite voiture. Donc ça lui donnait une économie en neuf au prix d'achat qui était assez intéressante, avec un style vraiment différent. Et aujourd'hui, ce style se démarque vraiment, et c'est une voiture qu'on n'a absolument pas l'occasion de croiser tous les jours sur la route. Le défaut majeur, hormis l'habitabilité, mais ça on le sait quand on achète ce genre de voiture, le défaut majeur de cette Tigra, ça va être du point de vue du châssis. La voiture va avoir une tenue de route assez moyenne. Au niveau de l'amortissement, c'est pas fameux. Donc c'est plus une voiture à réserver à la ville, voire à de la périphérie, à du périurbain. Mais par contre, c'est vrai que sur autoroute, c'est une voiture qui va être assez moyenne, voire très moyenne. Donc c'est pas forcément là où elle va être le plus à l'aise. Donc voilà, vous allez pouvoir avoir avec ces 5 voitures, peut-être, j'espère, avoir un éclaircissement dans votre choix de voiture si vous étiez sur cette recherche. Merci en tout cas à nouveau de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à vous commenter, à aimer la vidéo. Ça permet de continuer à vous proposer de différents contenus à chaque fois. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur des autos. Merci à vous.